Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans Rail One, ce soir en Suisse alémanique, à Brugg plus précisément. C'était le 5 juin 2022, SBB Historique a décidé de sortir sa plus grosse locomotive à vapeur, la C56 dite Éléphant. C'était l'occasion parfaite, selon nous, de vous faire découvrir la ligne du Bödsberg qui s'étend de Zurich à Bâle. Nous allons voyager aujourd'hui de Brugg, Afrique, puis retour à Brugg, notamment pour étudier également le nouveau tunnel de 2,7 km. C'est une partie du programme qui vous attend. Le reste, c'est dans le sommaire. Juste après le générique, c'est déjà le 18e épisode de la saison 2, l'avant-dernier précisément. Et c'est parti! « 147 ans, c'est l'âge, aujourd'hui, de la ligne du Bödsberg. On vous explique son histoire avec une grande quantité d'archives de SBB historiques dans un instant. On vous propose ensuite de découvrir la locomotive dite Éléphant, la C56, que Tim vous présentera en face cam dans la séquence matériel roulant. C56 justement, est-ce que vous savez ce que cela veut dire ? Alors vous vous en doutez, c'est le nom technique de l'éléphant, mais à quoi correspond le C ou la fraction ? Réponse en troisième partie dans la séquence technique. On terminera cette émission par le récit de notre voyage entre Brugg, Frick et Brugg, ainsi que toutes les manœuvres pour préparer le train et le ramener au dépôt, tout ceci avec des images intérieures et extérieures au train, et notamment en drone. Alors bon, on avait prévu un très beau lancement sur la ligne juste à côté du nouveau tunnel, qui est juste là, le nouveau tunnel de 2,7 km. Mais bon, comment vous dire qu'on s'est fait un peu avoir par le temps. On a quand même eu des images en drone, vous les verrez à la fin de l'émission. Mais en tout cas, toute cette pluie n'empêche pas de lancer la séquence histoire, créée par Étienne Bergeon, que l'on salue, il sera avec nous dans 2 semaines. Cela fait près de 150 ans que cette ligne existe, et il y a encore eu donc une grande évolution avec ce nouveau tunnel. Voici sa séquence. Tout débute en 1836, date à laquelle une première proposition de ligne reliant Zurich à Bâle via Laufenburg fut faite par Zurich. Malheureusement, cette dernière a souffert d'un manque de financement et de l'opposition de Bâle au projet, ainsi que du canton d'Argovie. Peu importe, le 9 août 1847 signe le départ du chemin de fer en Suisse, avec l'inauguration par le chemin de fer suisse du Nord de la ligne reliant Zurich à Baden, plus connu sous le nom de Spanish Brötli-Bahn ou chemin de fer du petit pain espagnol en français. Elle fut surnommée ainsi car les seigneurs zurichois s'approvisionnaient en pâtisserie chez un célèbre boulanger de Baden. À noter que ce fut la seule ligne de chemin de fer en Suisse durant plus de 7 ans. Quelques années après, en 1853, la compagnie du chemin de fer Nord fusionne avec le chemin de fer de Zurich, Lac de Constance, pour former le chemin de fer suisse du Nord-Est. C'est donc dans cette continuité que le chemin de fer suisse du Nord-Est inaugura un nouveau tronçon reliant Baden à Brugg en 1856. 2 ans après, la ligne s'agrandit à nouveau avec une liaison entre Brugg et Olten via Aarau, ce qui permet de se connecter à la ligne Hauenstein du chemin de fer central suisse qui reliait Bâle à Olten. Tout se bouscule en 1870. En effet, les 2 grandes compagnies du pays s'allient afin de construire un itinéraire alternatif à celui déjà existant entre Bâle et Olten. C'est également avec le soutien du canton d'Argovie qu'un projet de ligne passant par le col du Bödsberg et la vallée de Frick fut mis sur pied. La construction débuta en 1870 et fut terminée le 2 août 1875, date de l'inauguration de la ligne. Il est d'ailleurs important de préciser que la ligne était à voie unique, mais que les installations étaient déjà adaptées pour passer en double voie.
On peut aussi mettre en évidence deux ouvrages particulièrement importants qui sont le tunnel du Bödsberg, long de 2526 mètres, ainsi que les viaducs de Broek. Au final, le trajet a pu être raccourci de 8 km par rapport au tracé passant par Aarau et Olten, ce qui est un gain de temps conséquent. La ligne devient rapidement un axe principal pour le trafic de marchandises entre l'Allemagne et l'Italie, ce qui pousse la ligne du Bödsberg à évoluer. Premièrement, en doublant les voies sur le tronçon entre Pratteln et Steinsäckingen, puis sur le reste du tracé dès l'intégration d'autres compagnies dans les chemins de fer fédéraux en 1902. Deuxièmement, en électrifiant toute la ligne en 1926 et finalement en construisant le tunnel d'Adler en 2003 entre Liestal et Muttenz afin de décongestionner la gare de Pratteln en détournant les trains à grande vitesse. Néanmoins, toutes ces évolutions ont certes profité à l'internationalisation de la ligne au niveau marchandises, mais cela a également signé la mort du trafic régional et notamment des gares de Hornussen, Effinge, Schinsnachdorf et Wilnachern qui ne sont plus desservies. Je me permets de revenir un peu en arrière pour évoquer l'un des accidents les plus graves que le ferroviaire suisse ait connu. En effet, le 4 janvier 1991, un train de citerne rempli d'essence a déraillé en gare de Steinsäckingen, ce qui provoqua un incendie majeur qui fut contrôlé au bout de 14 heures. Et pour parler de SBB historique, on accueille Marc Ribelli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans Raiwan aujourd'hui. Question simple, qu'est-ce que c'est donc et quel est son but ? Alors, SBB historique ou CFF historique, c'est une fondation. Cette fondation a été créée en 2001. C'était en cadre de la réorganisation de CFF, qui était avant une organisation fédérale et après une société anonyme. Et c'est en cadre de ça qu'on a fondé cette fondation à Erstfeld. Et notre mission, c'est de collectionner, d'acquérir, de conserver et d'archiver des témoignages de l'histoire ferroviaire suisse. Et nous avons des archives chez nous, les archives des CFF de 2000 jusqu'à nos jours. On a des différentes collections. On a une collection des affiches, des collections des lanternes, de chemins de fer. On a une collection des véhicules, alors c'est-à-dire des locomotives à vapeur, des locomotives électriques ou thermiques, mais aussi des wagons. Et cette collection, les objets sont à Windisch, canton d'Argovie. Les véhicules, c'est dans différents lieux en Suisse. Et pour faire fonctionner toute cette fondation, qui sont les gens qui travaillent sur ces événements et autour dans les archives et tout ça? Qui sont-ils? Oui, on a des gens qui travaillent, ce sont des employés fixes qui travaillent dans les archives. Pour moi, je travaille dans l'archive des photos et des films et vidéos. Et nous travaillons aussi sur les événements, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans les dépôts, c'est-à-dire des dépôts qui sont dans toute la Suisse, c'est à Saint-Maurice, c'est à Winterthur, c'est à Bruck, c'est à Olten. Et ces gens-là, ils travaillent pour CFF, c'est comme un contrat de l'entretien. Alors nous, les bâtiments sont à CFF historique et les gens, ils travaillent avec le matériel roulant. Et le contrat de l'entretien, ça dit que les gens peuvent travailler avec le matériel roulant, mais c'est nous qui disons combien de kilomètres, par exemple, qu'elles peuvent circuler par an. D'accord. Comme ça. Oui. Ouais. Ok. Et vous avez par hasard des événements à recommander justement à nos téléspectateurs pour l'été, pour le mois de juin qui vont arriver, pour leur donner envie de venir sur un des événements des EV historiques? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on fête les 175 ans de chemin de fer en Suisse. Alors, il y a beaucoup d'événements, mais surtout pour peut-être aussi les spectateurs de la Suisse romande, spectatrices. Je pense les journées portes ouvertes de Delemont, alors de la rotonde historique de Delemont. C'est vraiment
un événement intéressant parce qu'il y a, c'est le 25 juin, Oui. et après, encore une fois, en août. Oui. Et dans cette rotonde historique de Le Mans, il y a une exposition spéciale de Charles Brown, le fondateur de la SLM, Oui. qui ont produit des L'entreprise, locomotives. oui. Exactement. Et il y a aussi des locomotives, des wagons, alors le matériel roulant de CFF historique qui sont dans la rotonde de Le Mans qu'on peut aller voir directement. Exactement. Tip top. Alors le rendez-vous est pris. C'est le 25 juin. C'est le 25 juin. Le Ouais. jour de diffusion de la dernière de Railwad. Vous pouvez aussi bien sûr aller voir cet événement à Delémont. Marc Ribelli, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt dans Railwad. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Si vous avez un peu de temps à tuer lors de votre prochaine pause toilette, n'hésitez pas à nous découvrir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. C'est la deuxième séquence matériel roulant que nous vous proposons autour d'une locomotive à vapeur. Aujourd'hui, c'est la C56 qui arrive juste derrière moi, dite éléphant, que Tim Chanet vous propose en face cam. Revenons dans le passé aux alentours des années 1910. Le tunnel de base du Saint-Gothard n'existe pas encore et pour traverser le col, il faut donc monter puis descendre les rampes qui donnent accès à l'ancien tunnel. Jusque-là, les C45, locomotives les plus puissantes du pays à l'époque avec leurs 1500 chevaux vapeur, se chargeaient d'effectuer le trajet. Afin d'augmenter la rentabilité de l'exploitation des rampes raides du Saint-Gothard et des liaisons vers les plaines, une locomotive plus puissante que la C45 était indispensable. Deux prototypes furent alors commandés à SLM, la C56 2901 et la 2902, mais ces dernières ne remplissaient pas les objectifs fixés. C'est en 1916 que la première des 28 C56 commandées par les CFF fut sortie d'usine. Elles étaient numérotées de 51 à 78 et étaient construites sur la même base que les C45, ce qui explique leur forte ressemblance. Côté technique, la locomotive était capable de tirer jusqu'à 320 tonnes à 26 km/h sur les rampes du Gothard et 1000 tonnes à 22 km/h sur terrain plat grâce à ses 1620 chevaux vapeur. Elle mesure 19 mètres de long, pèse 128 tonnes et peut atteindre une vitesse maximale de 65 km/h. Au total, la machine peut contenir 8 tonnes de charbon, 18 000 litres d'eau et est capable de monter jusqu'à 15 bars de pression. A noter au final que la locomotive était si puissante et si imposante en taille qu'elle fut surnommée l'éléphant. Initialement conçues pour rouler sur le Gothard, les C56 furent rapidement concurrencées par l'arrivée de la traction électrique, ce qui poussa certaines d'entre elles à migrer sur le plateau, notamment dans les gares de triage de Bâle ou de Chiasso. Durant la Seconde Guerre mondiale, 16 locomotives furent louées à la Deutsche Reichsbahn ainsi qu'à la SNCF car les compagnies des deux pays n'avaient pas assez de machines à disposition pour l'acheminement de marchandises vers la Suisse. Ces magnifiques machines furent en service jusqu'en 1968. En effet, c'est précisément le 30 novembre de la même année que le dernier train à vapeur commercial fit son entrée en gare de Winterthur. Il était d'ailleurs tiré par une C56, la numéro 2969. Néanmoins, quelques locomotives continuèrent encore de rouler dans quelques triages qui n'étaient pas encore électrifiés, comme celui de Luino-Mendrisio. De nos jours, seuls 4 C56 sont encore visibles. La 2978 est la plus récente des 4 et appartient à CFF historique. Elle fait partie des deux dernières C56 encore en état de marche, avec la 2969 qui appartient à l'association Eurvapor à Sulgen. La 2969 fut avant cela exposée pendant plusieurs années devant l'ancienne usine SLM à Winterthur avant d'être restaurée grâce aux pièces détachées de la 2958 qui est la troisième C56 de la liste. Pour terminer, la quatrième et dernière machine est exposée au musée des transports à Lucerne et est numérotée 2965.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'émission, découvrir l'équipe ou tout simplement le programme du dernier épisode de la saison 2, rendez-vous sur notre site internet www.raiwan.ch. Vous l'avez entendu avec Tim juste avant, le nom technique de l'éléphant, la locomotive à vapeur que nous avons suivie, est la C56. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Si vous suivez Raiwan, vous avez l'habitude, au fur et à mesure, on vous détaille la signification de ces lettres pour ce qui est du matériel roulant un peu plus classique, comme le A première classe, le B deuxième classe. Mais pour les locomotives, c'est une signification plus précise, différente des rames automotrices. Quoi de mieux que pour une séquence technique? AM, TM, RE, vous entendez ou vous voyez souvent cela, mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous rassurer tout d'abord, ce sont les désignations techniques des locomotives. Sinon, ça ne serait pas une chronique technique. Jusqu'à présent, nous ne vous avons présenté que très rarement des locomotives séparées de leur voiture. On peut citer en exemple l'HGE au Luzern Stanz Engelberg. La plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de voir les lettres des rames automotrices, comme les flirts vus sur le Léman Express, qui est un matériel roulant plus courant, donc plus logique à aborder et à retenir. Petit rappel pour ces rames automotrices. Le A correspond à la première classe, le B deuxième classe, le C la troisième classe qui n'existe plus aujourd'hui. Le D c'est pour le fourgon à bagages qui était anciennement la lettre F. Le R correspond au fait que la vitesse maximale est supérieure à 110 km/h et que dans une courbe, ces trains peuvent avoir une vitesse plus élevée que ceux qui n'ont pas cette lettre dans leur dénomination. Enfin, Z pour le compartiment réservé au service postal. Autant vous dire que cette lettre dans les rames automotrices d'aujourd'hui est quasi, si ce n'est totalement invisible, puisque le transport postal se fait via un train marchandises la plupart du temps. Toutes les lettres citées jusqu'à présent sont toujours écrites en majuscules. Il peut y en avoir d'autres en minuscules, mais pour éviter de trop complexifier, car ces lettres correspondent principalement à la méthode de traction, retenez simplement que le petit A correspond à un véhicule avec accumulateur, en gros une batterie. Que le petit E correspond à un véhicule à moteur électrique, qui reçoit le courant via un pantographe. Que le petit M correspond à un véhicule équipé d'un moteur diesel, et que le petit H, lui, ne correspond pas à un type de traction, c'est l'exception, mais plutôt à une possibilité de traction. En effet, il signifie que l'engin est équipé d'une roue à crémaillère. Si le H termine la dénomination technique, alors le véhicule peut rouler en adhérence et en crémaillère, sinon ce sera uniquement un véhicule pour voie à crémaillère. Bon, vous avez révisé votre alphabet, vous avez vu l'animation PowerPoint et vous êtes déjà crevé, exténué. C'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas parlé des lettres des locomotives. Tout d'abord, les lettres A, B, C, D en majuscules ne correspondent pas aux classes de confort d'une locomotive. On se moque un peu de savoir si le conducteur est bien installé, non? Bon, ces lettres nous indiquent la vitesse. Cela donne D, véhicule avec une vitesse maximale de 45 à 55 km/h. C, vitesse max de 60 à 65. B, vitesse max de 70 à 80. Et le A, une vitesse maximale de plus de 80 km/h. Le E en majuscule signifie que la locomotive est utilisée pour des manœuvres. Il peut être aussi utilisé pour des locomotives à vapeur, mais c'est pas notre cas aujourd'hui, donc on va passer ces détails qui sont un peu plus complexes. Le G indique que la loc circule sur voie étroite et le H qu'elle peut aller sur la crémaillère, d'où HGE sur le Luzern Stanz Engelberg. Le R correspond aussi au fait que la vitesse maximale est supérieure à 110 km/h et que dans une courbe, elle peut avoir une vitesse plus élevée, blablabla. Enfin, le T indique que c'est un tracteur de manœuvre. Les autres petites lettres, comme le A, le E ou encore le H, ont la même signification que les rames automotrices. En plus des lettres, nous pouvons avoir une fraction, comme c'est notre cas avec la C56.
Le premier chiffre correspond au nombre d'essieux moteurs et le deuxième chiffre correspond au nombre d'essieux totaux. Donc si vous avez bien tout suivi, notre locomotive à vapeur a une vitesse maximale de 60 à 65 km/h et fonctionne avec 5 essieux moteurs sur 6 essieux au total. Bon allez, on met ça en pratique de façon un peu plus générale pour que vous puissiez vous la péter le soir avec vos potes. Si je vous dis une AEM, c'est une loque avec une vitesse maximale de plus de 80 km/h et qui fonctionne à la fois avec de l'électricité et à la fois avec du diesel. TM, un tracteur de manœuvre au diesel. Si cela avait été TE, alors ce tracteur aurait été électrique. RE 460, ça vous dit quelque chose ? Bon alors je pense que oui, et mis à part le nombre qui signifie concrètement quelque chose qui ne sera pas abordé ici, le R signifie que la vitesse maximale est supérieure à 110 km/h et tutti quanti, et le E qu'elle est électrique. Vous en savez donc maintenant un peu plus sur ce qui est une des locomotives les plus connues des CFF. Cet événement ainsi qu'une grande majorité de ceux qui se passent en Suisse sont accessibles sur notre calendrier ferroviaire via le site internet de l'émission. Bon, ça fait déjà maintenant longtemps que vous regardez cet épisode et vous n'avez toujours pas pu voir des images de notre voyage. C'est la séquence exploitation qui s'en charge aujourd'hui et elle aura un petit air de découverte même si Étienne est absent. Voici les images montées par Nicolas Berdeux. C'était le 5 juin 2022. SBB Historique organisait une journée spéciale où de très nombreux spécimens à vapeur de sa collection étaient fonctionnels. Parmi tout cela, notre train, composé de la C56, d'un fourgon F3, d'une voiture C2, une C3 et une C4, qui contiennent toutes des places de 3e classe qui existaient à l'époque dans les années 1900-1920. Nous allons vivre un voyage de train historique entre Brugg et Frick dans le canton d'Argovie, avec bien sûr des manœuvres avant les départs des deux gares, en ne perturbant pas le service voyageur, et pour atteindre notre destination selon le sillon, c'est-à-dire en respectant l'horaire d'utilisation de la voie qui nous a été donnée. Nous partons du dépôt et nous devons rejoindre le début du pont gris que vous voyez ici, et qui permet d'aller notamment à Frick. Pour cela, il faut d'abord passer par un des faisceaux de la gare de Brugg. Un faisceau, si vous n'avez pas vu le Rai One Express sur Tolocna, est une zone de gare où plusieurs voies sont regroupées permettant à des trains de se parquer ou à des compositions d'être créées par exemple. Nous arrivons sur ce qui pourrait être la voie 7 si l'on suit l'ordre des voies à partir du quai 5. Sur la voie 5 justement, vous pouvez voir le petit train navette dont vous avez découvert les images en début d'émission. Ce train à double traction, une locomotive de part et d'autre de la voiture, permet de rejoindre les festivités du jour depuis la gare et inversement. Il est positionné en bout de quai pour laisser passer les flirts, arriver et quitter le quai pour le service voyageur de la S-Bahn 25. Nous reculons maintenant pour se positionner avant le pont. Vous pouvez voir que le signal nain est fermé car nous devons attendre le passage d'une flirt justement avant de bifurquer sur la voie de gauche et démarrer enfin notre trajet. Allons-y, cette fois c'est bon, nous partons. Mais il se pourrait bien que la pluie vienne gâcher notre envie de filmer par la fenêtre. Ce n'est pas grave puisque la portion qui nous intéresse est celle juste avant le nouveau tunnel dont je vous parlerai à notre retour. Voici les magnifiques images que nous avons pu prendre l'après-midi. À la sortie de ce tunnel, nous débouchons sur la gare d'Effingen. Le voyage se poursuit jusqu'à Frick qui n'est plus très loin. Je vous laisse apprécier le voyage sans commentaire, au fil des arbres, montagnes et villages.
Nous sommes arrivés à la destination, mais pas le temps de souffler. 30 minutes sont environ à notre disposition pour suivre la remise en tête de la locomotive. Le temps de laisser l'Interregio qui est en retard de 4 minutes et nous repartons sur Brugge. C'est le moment de vous parler de ce nouveau tunnel. Le tunnel ferroviaire du Bödsberg est situé sous le col du même nom, entre Effingen et Schinsnachdorf, dans le canton d'Argovie. Le tunnel d'origine, ouvert en 1875, est un élément clé de la ligne. En effet, il est un élément indispensable à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, dite NLFA, sur l'axe du Saint-Gothard qui se trouve en plein cœur du corridor de fret ferroviaire européen reliant Rotterdam à Gênes, de Bâle au Tessin en Suisse. Il mesure 2526 mètres de long et est à peu près parallèle au tunnel routier de l'autoroute A3. Le tonnage maximal des trains de 1600 tonnes et la hauteur du tunnel étant jugés plus suffisants au cours des années 2010, la décision de construire un nouveau tunnel a été prise, permettant de faire rouler des trains de 2150 tonnes et d'offrir une hauteur de 4 mètres sur toute la longueur, ainsi que de réduire le nombre de camions sur le réseau routier. Comme les travaux d'agrandissement du tunnel existant auraient provoqué d'importantes perturbations du trafic, les CFF ont opté pour la construction d'un nouveau tunnel à double voie, parallèle à l'ancien tube. Un autre avantage de la création d'une nouvelle infrastructure est que le tunnel existant sera utilisé à l'avenir comme galerie de services et de secours, ce qui constituera une amélioration majeure de la sécurité. Les travaux ont commencé début 2016 par la société suisse Implenia, pour un coût total de 350 millions de francs. Le chantier s'est déroulé sans difficulté. L'avancement atteignait parfois 40 mètres par jour. Après 7 ans de travaux, le tunnel est mis en service en mai 2022. L'après-midi, nous attendions à la sortie côté Brugge le passage du train avec la locomotive dans le bon sens s'il y en a un, lorsqu'elle s'est arrêtée devant nous pour se faire dépasser. Un bon coup de chance, il faut dire. Et nous manœuvrons de nouveau comme tout à l'heure, mais bien sûr pour cette fois-ci rentrer au dépôt. C'était ensuite le moment de remettre la locomotive en tête du convoi. L'occasion d'utiliser la plaque tournante pour le plus grand plaisir des passionnés présents. Puis il faut repartir à la gare de Brugge avec la C56 pour ensuite la réatteler aux voitures, car le plan de voie ne permet pas de le faire directement. Une manœuvre que nous avons pu suivre dans la cabine. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission un petit peu compliquée avec la pluie, on va pas se le cacher. Dans 2 semaines, c'est la DER des DER de la saison 2. On vous proposera un épisode combiné. Qu'est-ce qu'il y aura ou tout simplement qu'est-ce que c'est? Rendez-vous sur raiwan.ch pour avoir plus de précisions ou tout simplement soyez patient. Attendez le 25 juin, samedi 25 juin à 18 h. D'ici là, passez une très belle soirée, très bonne continuation d'examen pour certains et à très vite. Ciao!